Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé le 14 septembre 2015? Probablement pas. À vrai dire, ce jour-là, pour la plupart des gens, c'était une journée comme les autres. Peut-être que vous étiez en cours, au boulot, en train de prendre un café ou juste en train de scroller sur votre téléphone. Rien de particulier. Et pourtant, pendant que le monde vivait sa routine, un événement incroyable était en train de se produire. Ou plutôt, venait enfin d'être capté par l'humanité. Ce jour-là, pour la première fois de notre histoire, on a entendu les battements de l'univers. On a détecté des ondes gravitationnelles. Attention, je ne parle pas d'un flash lumineux, d'un signal radio ou de rayon X, mais d'une onde de gravité. Une vraie déformation de l'espace-temps lui-même. C'est la Terre tout entière qui a vibré, littéralement, même si personne l'a senti. Et cette vibration venait d'un coin perdu de l'univers, à plus d'1 milliard d'années-lumière. Il faut imaginer le truc, deux trous noirs, un de 29 fois la masse du Soleil et l'autre encore plus gros, 36 fois la masse du Soleil. Ces deux monstres tournaient l'un autour de l'autre, accélérant sans cesse, se rapprochant petit à petit, piégés dans une orbite qui va les mener droit l'un vers l'autre, jusqu'à ce qu'ils se fondent en un seul trou noir, de 62 masses solaires. Et là, il y a une question que vous êtes en droit de vous poser. 29 plus 36, ça fait 65. Alors pourquoi est-ce qu'à la fin, il ne reste qu'un trou noir de 62 masses solaires? Où sont passées les 3 masses solaires restantes? Eh bien, ces 3 masses solaires, elles ne se sont pas évaporées. Elles ne se sont pas perdues. Elles se sont transformées. Elles ont été converties en énergie pure. Une énergie incroyable, colossale, qui était relâchée sous forme d'ondes gravitationnelles. Des vagues d'espace-temps qui se sont propagées dans toutes les directions, à la vitesse de la lumière, et qui ont traversé l'univers entier. Pour vous donner une idée, pendant quelques fractions de secondes, la puissance de cette émission était d'environ 3,6 fois 10 puissance 49 watts. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien pas grand-chose quand on n'est pas familier avec ce genre de nombre, normal. Alors imaginez plutôt ça. Pendant ce court instant, cette fusion a libéré plus d'énergie que toute la lumière émise par toutes les étoiles de l'univers observable réunies. Oui, j'ai bien dit toutes, en une fraction de seconde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des ondes gravitationnelles. C'est un des sujets qui m'intéresse le plus et qui est l'un des plus fascinants je pense, parce que c'est quand même une nouvelle science et qu'on est en train d'exploiter de plus en plus. Vous allez voir, il y a peut-être des choses que vous connaissez pas encore et que vous allez apprendre et vous allez trouver ça fascinant, j'en doute pas. Et avant qu'on commence, moi j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous regardez de manière générale sur YouTube? À part moi. Évidemment. Non, je sais pas, est-ce que vous regardez d'autres vidéos d'astronomie, des reportages? Est-ce que vous regardez des vidéos plus divertissement? Est-ce que vous regardez d'autres sujets, je sais pas, géopolitique, culture, histoire, peu importe. Donc dites-moi un peu, ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous consommez de manière générale comme contenu pour déjà me permettre à moi de mieux vous connaître et mieux cerner un petit peu le type de personne que vous êtes. Enfin en vrai, on est tous différents, donc ça va peut-être pas m'apporter grand-chose. Mais en vrai, ça m'intéresse. Voilà, dites-moi. Mais moi, j'ai ma petite théorie. Je pense que les personnes qui ont plus de 25 ans regardent beaucoup plus de documentaires ou beaucoup plus de formats qui leur apprennent des choses plutôt que les personnes qui ont en dessous de 25 ans. Et ceux qui ont moins de 25 ans, je pense que vous regardez plus des formats un peu divertissement, genre peut-être McFly et Carlito, je sais pas, Squeezie, Inoxtag, peut-être, je sais pas. Du coup, dites-moi, ça m'intéresse un petit peu de savoir ça. Et évidemment, vous connaissez la chanson. Petit rappel, déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez évidemment et si ça vous enchante. Je vous encourage à le faire. Mais surtout, sachez que vous avez toujours un jour en avant-première mes vidéos sur Spotify. Donc c'est sur mon podcast Mystère Étoile, il y a le QR code ici pour y accéder directement. Sinon, il y a le lien en description ou en commentaire épinglé. J'ai pas tardé plus longtemps, si vous souhaitez rejoindre la chaîne, pareil, il y a le QR code ici. Ça vous permet de bénéficier d'avantages exclusifs, comme par exemple voir les vidéos en avant-première une semaine avant leur sortie officielle. Enfin bref, on est bon. Je pense qu'on est parti pour parler d'un des sujets les plus fascinants de cette chaîne YouTube. Ce qui rend ce jour du 14 septembre 2015 encore plus fou, c'est que ces ondes gravitationnelles, on les attendait depuis longtemps, très longtemps. Parce qu'un siècle plus tôt, en 1916, Albert Einstein avait prédit leur existence, en travaillant sur sa théorie de la relativité générale. Sauf que même lui n'y croyait pas vraiment. Pour Einstein, c'était presque une bizarrerie mathématique, un détail théorique sans vraie réalité physique. Il pensait que jamais on ne pourrait détecter un truc aussi infime. Après tout, ces ondes provoquent des déformations si minuscules qu'elles sont 1000 fois plus petites que la taille d'un proton. Pour Einstein, ça restera à jamais hors de portée. Et pourtant, le 14 septembre 2015, ce qui était supposé être impossible est devenu réalité. Les détecteurs de LIGO, ces instruments ultra sensibles capables de mesurer des variations d'un millième de milliardième de mètre, ont capté ce signal. Et à ce moment-là,
on a compris qu'on venait d'ouvrir une nouvelle ère pour l'astronomie. Avant ça, on observait l'univers qu'à travers la lumière, sous toutes ses formes. Visible, infrarouge, ultraviolet, rayons X, ondes radio, etc. C'était notre seule fenêtre. Mais là, on venait d'ouvrir un autre sens. Comme si l'humanité, qui était jusque-là sourde à ce que l'univers pouvait nous dire, venait soudain d'entendre ses premières notes. On pouvait désormais capter des informations venues d'événements qu'aucun télescope ne pourrait jamais voir. Des collisions de trous noirs, des fusions d'étoiles à neutrons, des phénomènes extrêmes, violents, invisibles. Et pourtant, ce n'est que le début. Parce que quelques années après cette première détection historique, un autre mystère est apparu. Quelque chose d'inattendu. Après certaines fusions de trous noirs, quand les grands pics d'ondes gravitationnelles s'étaient estompés, des chercheurs ont remarqué des petits signaux. Des sortes de retours, des échos très faibles, qui semblaient se manifester juste après le passage d'une onde principale, comme un rebond discret. Au début, on a cru à un bug, une interférence, une anomalie dans les instruments, mais ces petits échos revenaient. Pas toujours, pas de façon évidente, mais assez pour semer le doute. Alors, les physiciens ont commencé à se demander, et si ce n'était pas juste du bruit? Et si ces échos existaient vraiment? Parce que s'ils sont bien réels, alors ça veut dire que les trous noirs, ces objets qu'on pensait comprendre grâce à la relativité générale, cachent peut-être quelque chose d'encore plus profond. Peut-être que l'horizon des événements, cette limite où plus rien ne peut s'échapper, n'est pas aussi absolu qu'on le croyait. Peut-être que des phénomènes encore inconnus se jouent à cet endroit précis, des effets quantiques étranges, des structures exotiques, des mécanismes qu'on ne soupçonne même pas. Si ces échos gravitationnels sont réels, alors on tient peut-être une piste vers une nouvelle physique. Une physique qui irait au-delà d'Einstein, au-delà de la relativité générale. Une porte entrouverte vers des concepts qu'on ne maîtrise pas encore, mais qui pourraient révolutionner notre vision de l'univers. Comme ce qui s'est passé avec les ondes gravitationnelles elles-mêmes. Parce qu'à chaque fois que l'humanité a découvert une nouvelle manière de regarder le cosmos, elle a fini par remettre en cause ce qu'elle croyait savoir. Aujourd'hui, on ne sait pas encore. On cherche, on teste, on affine nos instruments, on fait tourner des simulations. Mais cette simple idée que ces échos puissent exister suffit déjà à faire vibrer le cœur des physiciens. Parce que si on comprend ce qui se cache derrière ces murmures de l'espace, alors on pourrait bien être à l'aube d'une nouvelle révolution scientifique. Alors maintenant qu'on a posé les bases, il faut quand même qu'on prenne un peu de recul et qu'on se demande au fond, c'est quoi exactement une onde gravitationnelle? Parce que c'est bien beau de dire que c'est un signal qui traverse l'espace-temps. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on se replace dans le cadre de la relativité générale, celle d'Einstein, il faut d'abord comprendre que l'espace-temps, ce n'est pas juste un décor figé. Ce n'est pas un grand tapis sur lequel l'univers poserait des objets. Non. Dans la vision d'Einstein, l'espace-temps c'est une sorte de toile super souple. Une matière un peu abstraite, mais bien réelle, qui peut se déformer. Et cette déformation, elle se produit quand on place de la matière ou de l'énergie dessus. Imaginez un drap tendu. Si vous posez une boule de bowling dessus, le drap va s'enfoncer. Et si vous posez une bille à côté, elle va rouler vers la boule de bowling. Non pas parce qu'il y a une force magique, mais parce que le drap a été déformé. Eh bien pour l'espace-temps, c'est exactement pareil. Sauf qu'au lieu de billes et de boules de bowling, vous avez des planètes, des étoiles, des trous noirs. Et l'espace-temps, lui, se courbe en réponse. Alors, bien sûr, cette représentation est pratique parce qu'elle est visuelle, mais elle a ses limites. Elle explique la gravité, par la gravité. Puis, dans les déformations de l'espace-temps, on a uniquement les déformations de l'espace, et pas du temps. Et enfin, ça implique que la courbure ait une dimension supplémentaire qu'on ne voit pas. C'est pas exactement comme ça qu'Einstein voyait l'espace-temps et sa courbure. Donc, je dis juste de faire attention à cette représentation, même si elle est pratique visuellement. Enfin bref, jusque-là, on avait un très gros changement de perspective. Mais Einstein a poussé l'idée encore plus loin. Il a montré que si un objet assez massif accélère en changeant de vitesse ou de direction, il va non seulement courber l'espace-temps, mais il va aussi créer des vagues dans ce tissu. Des vagues qui vont se propager dans toutes les directions, à la vitesse de la lumière. Ces vagues, ce sont ces fameuses ondes gravitationnelles. Pourquoi? Car l'univers est dynamique. Il s'étire et se contracte à mesure que ces ondes passent. On peut faire une analogie avec la lumière. Si on prend une particule chargée et qu'on l'accélère, cette particule va perdre de l'énergie cinétique, donc de la vitesse, et cette énergie perdue sera convertie en rayonnement électromagnétique. En d'autres termes, quand on modifie le mouvement d'un électron par exemple, il émet de la lumière. On a exactement la même chose avec les ondes gravitationnelles, parce que quand on modifie le mouvement d'une masse, elle émet une onde gravitationnelle. Mais attention,
Cette onde ne se crée pas à la moindre occasion. Si la Terre tourne autour du Soleil, oui, elle émet des ondes gravitationnelles. Mais elles sont tellement faibles qu'elles sont totalement indétectables. Pour produire des ondes qu'on peut réellement capter, il faut des événements cataclysmiques. Des choses d'une violence inouïe. Des collisions d'astres massifs, des effondrements d'étoiles, des fusions de trous noirs, des choses qui secouent l'univers entier. C'est pour ça que les premières détections sont venues de la fusion de deux trous noirs. Là, on est dans un scénario extrême. Deux monstres de plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil, qui se tournent autour à des vitesses folles avant de se percuter et de fusionner en un seul. À ce moment-là, ça libère une onde gravitationnelle d'une puissance phénoménale, qui va traverser l'espace pendant des milliards d'années avant d'arriver jusqu'à nous. C'est ce qu'on appelle un événement de coalescence, ou plus précisément une coalescence de binaires compacts, qu'on résume souvent par le terme CBC, pour Compact Binary Coalescence. Typiquement, les CBC sont des types de signaux courts et qu'on sait modéliser numériquement. On sait les prévoir comme celui que vous avez à l'écran, contrairement aux signaux qu'on appelle les bursts. Les bursts, ce sont des sortes d'explosions gravitationnelles, des signaux très brefs, très intenses, qui viennent d'événements violents, mais qu'on ne peut pas vraiment prévoir. En gros, ce sont des signaux courts, mais qu'on ne sait pas vraiment modéliser. Donc, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre comme forme d'onde ou comme type de signal. Typiquement, ça peut venir de l'effondrement brutal d'une étoile massive en supernova, ou peut-être d'un événement encore inconnu. Ce sont des signaux soudains, imprévisibles, comme un éclair. Donc, les bursts sont des signaux courts, comme les CBC, mais non modélisables. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ondes continues. Là, on est dans un registre totalement différent. Les ondes continues, ce sont des signaux faibles, mais constants, qui viennent d'objets tournant sur eux-mêmes de manière régulière. Comme une étoile à neutrons en rotation rapide par exemple, qu'on appelle les pulsars millisecondes. Imaginez une étoile morte, extrêmement dense, tournant des centaines de fois par seconde sur elle-même. Si jamais cette étoile a une petite bosse, une déformation, un défaut minuscule sur sa surface, elle va émettre des ondes gravitationnelles en permanence. Un peu comme une sirène qui tournerait sans jamais s'arrêter. Ces signaux-là sont très faibles, très discrets. Mais si on arrive à les capter, on pourrait obtenir des informations précieuses sur l'intérieur de ces étoiles, sur leur structure, sur la matière à des densités qu'on ne peut même pas reproduire sur Terre. Ce genre de signaux sont des signaux longs et modélisables. Et puis, il y a ce qu'on appelle le fond stochastique. Là, on change encore d'échelle. Le fond stochastique, c'est un peu comme un bruit de fond gravitationnel. Un mélange de milliards et de milliards de petites ondes gravitationnelles émises par toutes sortes d'événements à travers l'histoire de l'univers. On peut voir ça comme le fond diffus cosmologique, mais gravitationnel. Des fusions de trous noirs supermassifs, des rotations d'étoiles, des explosions lointaines, mais aussi peut-être des phénomènes liés aux tout premiers instants du cosmos, juste après le Big Bang. Ce bruit de fond, il est là, partout. Il baigne l'univers entier. Et si on arrive un jour à détecter la composante cosmologique, on pourrait peut-être remonter jusqu'aux origines même de l'univers, jusqu'au mur de Planck. Ce type de signal est long, mais non modélisable. Donc, voici en gros la classification de tous les types de signaux d'ondes gravitationnelles qui existent. Et pour produire toutes ces ondes, il y a une variété énorme de sources. Bien sûr, les binaires de trous noirs, c'est le gros morceau. On les appelle les BBH, pour Binary Black Holes. C'est ceux qu'on a détectés en premier. Et ils continuent d'être une principale source d'ondes gravitationnelles. Mais il y a aussi les systèmes où les deux objets ne sont pas des trous noirs, mais des étoiles à neutrons. Ces binaires d'étoiles à neutrons peuvent produire des signaux différents, notamment parce qu'elles sont faites de matière et qu'elles peuvent aussi émettre de la lumière quand elles fusionnent, ce qui permet de combiner détection gravitationnelle et observation optique. Il y a aussi les systèmes de naines blanches, les DWD, pour Double Wide Dwarf, des objets beaucoup moins massifs, mais qui peuvent, eux aussi, tourner l'un autour de l'autre et émettre des ondes gravitationnelles, même si leurs signaux sont plus faibles. Ces systèmes-là émettent surtout des ondes continues, qu'on espère détecter avec des futurs détecteurs plus sensibles, notamment dans l'espace, comme le projet LISA. On estime qu'il y a environ 1 million de ces sources rien que dans notre galaxie. Et bien sûr, il y a les supernovas, les effondrements d'étoiles massives qui peuvent émettre des bursts, et les populations de trous noirs supermassifs binaires, les SMB-HB. Ces monstres qui peuvent peser des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil, et qui, quand ils fusionnent, doivent provoquer des ondes gravitationnelles absolument titanesques. On pense que ces signes-là, on ne pourra les détecter qu'avec des instruments géants,
peut-être en mesurant carrément les variations des pulsars à travers la galaxie. Et enfin, il y a les ondes gravitationnelles, dites Early in Spiral, les premières phases avant la fusion de binaires compacts, avant qu'elles ne fusionnent vraiment. Ces signaux-là sont faibles, mais ils durent longtemps, et ils pourraient nous permettre d'observer des systèmes bien avant leur fusion. Mais pour ça, il faudrait des détecteurs différents, des observatoires sensibles à des fréquences plus basses, comme ceux qu'on compte lancer dans l'espace. Ok, maintenant qu'on sait ce que sont les ondes gravitationnelles, comment elles naissent et les différents types de signaux qu'elles peuvent produire, la vraie question c'est comment on fait pour les détecter? Parce que bon, on parle de déformation de l'espace-temps, mais on parle surtout de trucs minuscules. Genre vraiment minuscules. Pour donner un ordre d'idée, la première onde qu'on a détectée, celle de 2015, elle a fait bouger la longueur des bras de LIGO de 1 milliardième de mètre. C'est à peu près 1000 fois plus petit qu'un proton. Alors, comment on fait pour mesurer quelque chose d'aussi ridicule? Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et le premier qu'il faut absolument connaître, c'est LIGO. LIGO, c'est 2 immenses observatoires aux États-Unis, un en Louisiane et l'autre dans l'État de Washington. Le principe est génialement simple, mais terriblement compliqué à réaliser. En gros, ils utilisent un laser qu'ils envoient au milieu d'un tube de 4 km de long. Oui, le détecteur fait 4 km de long. Ce faisceau est ensuite séparé en deux avec ce qu'on appelle une lame séparatrice. Une moitié part vers l'est et l'autre vers le nord. Au bout de chaque bras, un miroir renvoie la lumière. Et les deux faisceaux se recroisent au centre et se recombinent. Si l'espace-temps est parfaitement stable et immobile, les deux faisceaux se recombinent d'une certaine façon et s'annulent presque parfaitement. En gros, en se recroisant, les ondes lumineuses vont se compenser, ce qui va donner un résultat nul. Donc en gros, le laser ne va pas renvoyer de lumière par interférence. Mais si jamais une onde gravitationnelle passe par là, elle va étirer un bras et comprimer l'autre, même de manière infime. Et ça va changer la manière dont les faisceaux se recombinent. Et c'est ce minuscule décalage qu'on peut mesurer, avec une précision hallucinante. Mais LIGO ne bosse pas tout seul. En Europe, on a Virgo, qui est basé en Italie, près de Pise, que j'ai d'ailleurs visité avec Hugo, qui m'aide à écrire régulièrement les vidéos. Merci à lui d'ailleurs. Je vous mettrai le documentaire que j'ai fait là-bas à la fin de cette vidéo-là. Bon, le principe est le même, mais les bras font 3 km au lieu de 4. Et au Japon, il y a Kagra, qui a rejoint la bande un peu plus tard. Ce qui est particulier avec Kagra, c'est qu'il est construit sous terre pour éviter un maximum de perturbations. Et surtout, qu'il utilise des miroirs refroidis à des températures proches du zéro absolu, histoire de réduire le bruit thermique. Mais pourquoi on a plusieurs détecteurs? Eh bien, parce que pour être sûr qu'un signal est réel, il faut le voir arriver à plusieurs endroits sur Terre, et avec des temps d'arrivée cohérents évidemment. C'est ce qu'on appelle la détection en coïncidence. En gros, si un seul détecteur a détecté un signal, c'est très probablement un bruit qui est à l'origine de ça, comme une voiture qui passe pas trop loin par exemple, ou alors un avion, voire même de l'orage. Mais lorsque tous les détecteurs ont détecté le même signal, avec la même amplitude au même moment, alors c'est le signe qu'une onde gravitationnelle est bien passée par là. Puis avoir un réseau de détecteurs permet aussi de trianguler la position de la source dans le ciel. Avec LIGO, Virgo et Kagra, on forme un réseau mondial capable de capter les fusions de trous noirs binaires, les fusions d'étoiles à neutrons avec des trous noirs, et aussi, parfois, des étoiles à neutrons en rotation. Mais ce réseau a ses limites. Déjà, il ne détecte pas bien les sources qui émettent des ondes dans la gamme des hautes fréquences, entre les quelques dizaines et quelques milliers de hertz. En dessous et au-dessus, il est quasiment sourd. Et puis, malgré les progrès, il reste hypersensible aux bruits parasites. Les tremblements de terre, les passages de camions, les variations thermiques. C'est un peu comme essayer d'entendre un murmure durant un concert. Mais voilà, toutes les ondes gravitationnelles ne sont pas émises dans la même gamme de fréquences. Il y en a certaines beaucoup plus graves qu'on ne pourra jamais entendre depuis la Terre. Pourquoi? Parce qu'à ces basses fréquences, la planète entière bouge trop. Le sol vibre, l'air tremble. Ça rend impossible toute détection. Du coup, la solution, c'est d'aller dans l'espace. Et là, on arrive à un projet absolument fou, LISA. LISA, ce serait un détecteur géant, mais qui flottera directement dans l'espace, à des millions de kilomètres de la Terre. Il sera constitué de 3 satellites reliés par des faisceaux laser sur des distances de 2,5 millions de kilomètres. Oui, des bras de plus de 2 millions de kilomètres. Et là encore, le but sera de mesurer les minuscules variations de distance entre les satellites
quand une onde gravitationnelle passe au travers. Mais attention, LISA, ce n'est pas juste une copie géante de LIGO, c'est un détecteur spécialisé dans les basses fréquences autour du mHz. Et ça change tout, parce que ça va lui permettre de capter des signaux très différents et des sources beaucoup plus massives. Par exemple, des couples de naines blanches qui se tournent lentement l'une autour de l'autre. Pour le coup, ces sources ne sont pas massives, mais si elles sont très proches, elles seront détectables. LISA pourrait aussi détecter des objets plus exotiques, comme les MRI, des petites étoiles ou des trous noirs stellaires qui tournent en spirale autour de trous noirs supermassifs avant de se faire engloutir. Et bien sûr, il pourra avoir des fusions de trous noirs supermassifs binaires, ces monstres d'1 million, voire d'1 milliard de masses solaires, qui fusionnent au cœur des galaxies. Et même ça, ce n'est pas suffisant pour certaines ondes. Pour les plus graves, celles qui se comptent en nanohertz, il faut carrément utiliser un autre type d'instrument. Et cet instrument, c'est le cosmos lui-même. Là, on parle des PTA, ou Pulsar Timing Array. Les pulsars, ce sont donc des étoiles de neutrons qui tournent super vite et qui émettent des faisceaux d'ondes radio un peu comme des phares, mais pour l'univers entier. Quand on les observe depuis la Terre, on reçoit des impulsions ultra régulières, parfois à la microseconde près. Si une onde gravitationnelle passe entre la Terre et un pulsar, elle va légèrement modifier la distance, et donc le moment où les impulsions arrivent. En observant des dizaines, voire des centaines de pulsars répartis dans le ciel, on peut chercher des variations synchronisées qui trahiraient le passage d'une onde gravitationnelle géante, émise par exemple par des couples de trous noirs supermassifs en orbite l'un autour de l'autre. Les PTA, ce sont un peu des sismographes qui utilisent des tic-tac, des pulsars pour écouter les couronnements de l'univers. Et c'est exactement ce qu'ont annoncé plusieurs équipes en 2023, avec les premières preuves indirectes de ce fameux fond d'ondes gravitationnelles à très basse fréquence, émis par des binaires de trous noirs supermassifs. Mais il reste encore un dernier détecteur à évoquer, que vous connaissez, le CMB, ou le fond diffus cosmologique. Alors attendez, je sais ce que vous allez me dire, que c'est un phénomène et pas un détecteur. Alors techniquement, vous avez raison, mais vous n'avez pas idée à quel point le CMB peut apporter des informations. Pour vous et moi, ainsi que le commun des mortels, le CMB, ce sont juste des points rouges, verts ou bleus, qui renseignent si l'univers était chaud ou pas, il y a 13,4 milliards d'années. Mais pour les scientifiques, c'est beaucoup plus que ça. Et il y en a qui essaient d'y encercler des signatures gravitationnelles. Pourquoi ? Parce que si des ondes gravitationnelles primordiales ont été émises dans les toutes premières fractions de secondes après le Big Bang, elles auraient laissé une trace sur cette lumière. Alors pas une trace directe évidemment, mais des petites torsions dans la polarisation du rayonnement. Ce qu'on appelle les modes B. Chercher ces modes B, c'est un des plus gros défis actuels en cosmologie. Et si on les trouve, ce serait la preuve que les ondes gravitationnelles se baladaient déjà quand l'univers avait moins d'une seconde. Et ça nous donnerait des indices sur les théories encore plus fondamentales, comme l'inflation cosmique, ces phases d'expansion ultra rapides juste après le Big Bang. Le problème, c'est que ces signaux sont incroyablement faibles, et qu'ils sont noyés sous des tas d'autres effets, notamment dans la poussière galactique. Mais c'est sur la bonne voie avec des missions comme BICEP, le satellite Planck, ou des projets à venir comme Lightbird. En résumé, on a un véritable arsenal pour écouter le cosmos. Des interféromètres terrestres comme LIGO, Virgo et CAGRA pour les fusions stellaires. Des détecteurs spatiaux comme LISA pour les couronnes denses cosmiques des trous noirs supermassifs. Les PTA pour les couronnements lointains mesurés à l'échelle galactique. Et enfin, le fond diffus cosmologique pour espérer capter les tout premiers échos de l'univers. Très bien, maintenant qu'on a vu comment on capte les ondes gravitationnelles, ce qu'on écoute avec quels instruments, il est temps de s'attarder sur quelque chose, au départ, qui n'était pas vraiment prévu. Parce que, normalement, quand on regarde un signal d'onde gravitationnelle, il y a un scénario assez classique qui se déroule, du moins dans les détections à haute fréquence avec LIGO, Virgo et CAGRA. Au début, on a ce qu'on appelle la phase spiralante. Deux objets compacts, par exemple des trous noirs, tournent l'un autour de l'autre. À chaque tour, ils se rapprochent, ils accélèrent, et surtout, ils perdent de l'énergie en balançant des ondes gravitationnelles. Plus ils se rapprochent, et plus le signal devient fort, et plus la fréquence monte. Ça fait un son qui grimpe. C'est ce qu'on appelle le chirp. Ensuite, arrive le moment tant attendu, la fusion. Les deux trous noirs se rentrent dedans à des vitesses proches de celles de la lumière, dans une dernière spirale infernale. Et là, ils fusionnent pour ne former qu'un seul trou noir, bien plus gros encore. Et là encore, ça balance un pic d'onde gravitationnelle. Et normalement, juste après, il y a la phase de ring down, ou
de relaxation. Le nouveau trou noir qui vient de naître n'est pas parfaitement rond, ni stable. Il est tout déformé à cause de la fusion, un peu comme une cloche qu'on aurait frappé trop fort. Et il va sonner un moment en se réajustant pour retrouver sa forme définitive. C'est cette vibration qu'on capte sous forme d'onde gravitationnelle juste après la fusion. Et puis, en quelques millisecondes, plus rien. Sauf que, il y a quelques fois où les chercheurs ont remarqué quelque chose d'étrange. Des sortes de petits sursauts dans le signal, après le ring down, des mini-secousses, des oscillations qu'on ne s'attendait pas du tout à voir. Elles apparaissaient un peu plus tard, bien après la fusion, et elles semblaient suivre une sorte de rythme particulier. Pas vraiment du bruit, pas vraiment du signal classique non plus. Ces petits trucs, on les a surnommés les échos gravitationnels. Alors pourquoi échos ? Eh bien parce qu'ils ressemblent un peu à ce qui se passe quand tu cries dans une grotte ou dans une caverne. Votre cri frappe les parois, rebondit et revient vers vous. Un peu plus faible, un peu déformé, mais bien là. Eh bien l'idée, c'est que ces ondes gravitationnelles pourraient faire quelque chose d'un peu similaire. Après la fusion, au lieu de juste disparaître, une partie de ces ondes pourrait être renvoyée, réfléchie par quelque chose. Mais par quoi, justement? Parce que si on suit la relativité générale, un trou noir, c'est censé être un puits sans fond. Une fois que vous franchissez l'horizon, vous n'en ressortez plus jamais. Ni vous, ni la lumière, ni les ondes. Donc, il ne devrait rien y avoir à renvoyer. Pourtant, certains modèles théoriques, un peu exotiques, proposent qu'il pourrait exister une sorte de paroi, juste avant l'horizon. Une sorte de zone bizarre, où la physique classique ne marche plus. Peut-être liée aux effets quantiques. Et cette zone pourrait hypothétiquement agir un peu comme une sorte de paroi réfléchissante pour certaines zones gravitationnelles. Et là, les échos ne seraient plus des erreurs, ni du bruit dans les détecteurs, mais bien de vrais indices d'une physique encore inconnue. Des traces directes de ce qu'il se passe juste au bord d'un trou noir, dans cette région qu'on appelle souvent l'horizon des événements, là où la gravité devient tellement extrême que les lois qu'on connaît ne suffisent plus. La première fois que ces échos ont été évoqués sérieusement, c'était peu après la détection de la toute première onde gravitationnelle, en 2015. Les chercheurs ont réanalysé les données du signal, celui de la fameuse fusion des deux trous noirs de 29 et 36 masses solaires. Et ils ont cru repérer ces fameux petits sursauts juste après la phase de ring down. Ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaissait. Et surtout, c'était plus qu'un simple bruit de fond. Évidemment, ça a déclenché un débat énorme. Est-ce qu'on avait vraiment capté un nouveau phénomène ? Ou est-ce que c'était juste un artefact statistique ? Des trucs dus au traitement des données. Parce que oui, à ces niveaux de sensibilité, le moindre détail compte. Et on peut très vite se faire piéger par des illusions mathématiques. Mais ce n'était pas un cas isolé. Depuis, plusieurs analyses indépendantes ont essayé de retrouver ces échos dans d'autres événements captés par LIGO. Et parfois, ils ont cru voir les mêmes petits signaux. Ces répliques minuscules qui semblent arriver à intervalles réguliers après la fusion. Pas tout le temps, pas sur tous les événements, mais suffisamment souvent pour que la question reste ouverte. Alors, à quoi ressemblent ces échos concrètement ? Eh bien, contrairement aux chirps ou aux ring-down qui ont des formes bien précises, bien modélisées, les échos sont plus discrets, plus irréguliers, plus difficiles à modéliser. Ils ressemblent à des petites vagues qui se répètent, mais de moins en moins fortes, un peu comme si l'espace-temps lui-même vibrait encore un peu, après le passage d'une onde gravitationnelle. Ça ne dure pas longtemps, mais ça ne colle pas avec le modèle classique des trous noirs. Et surtout, ça ne se produit pas n'importe comment. Il semble y avoir un certain délai entre les échos. Un délai qui pourrait correspondre au temps que mettraient les ondes à faire un aller-retour entre l'horizon des événements et cette fameuse paroi hypothétique. Alors bien sûr, on est encore loin d'avoir une preuve solide. Il y a toujours des débats, des recalculs, des nouvelles analyses statistiques. Mais ce qui est certain, c'est que cette histoire d'écho a ouvert un énorme champ de recherche. Parce que si c'est réel, ça veut dire qu'on tient là un des premiers indices indirects de ce qu'on appelle parfois la gravité quantique. Cette théorie qui pourrait un jour réussir à marier la relativité générale et la mécanique quantique, les deux grands piliers de la physique moderne, mais qui pour l'instant refusent de s'associer. Bref, ces échos, c'est peut-être un mirage, un bruit dans les détecteurs, ou alors c'est un message de l'univers, un murmure, du bord des trous noirs. Et franchement, rien que le fait qu'on puisse envisager cette possibilité, c'est déjà complètement fou. Il est temps de se demander ce que ça veut vraiment dire. Parce que, si ces échos existent, ce n'est pas encore prouvé, on l'a dit. Ça remet en question un des trucs les plus solides de la physique moderne, le trou noir classique. Quand on parle d'un trou noir, on pense souvent à une sorte d'aspirateur galactique, qui avale tout ce qui passe à portée. Mais en vrai, c'est un peu plus subtil. Un trou noir, c'est avant tout une géométrie particulière de l'espace-temps. Pour faire simple, selon la relativité générale, un trou noir c'est un objet si dense, avec une gravité si énorme,
que rien ne peut s'en échapper. Pas la matière, pas la lumière, rien du tout. Et cette géométrie, on peut la décrire avec ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Le rayon de Schwarzschild, c'est la distance à partir du centre d'un objet où la vitesse de libération, donc la vitesse qu'il faut pour s'échapper de la gravité, devient égale à la vitesse de la lumière. Si un objet est assez dense pour que toute sa masse tienne dans cette limite, alors il devient un trou noir. Par exemple, si on compressait la Terre pour qu'elle tienne dans un rayon de moins d'1 centimètre, elle deviendrait un trou noir. Pour le Soleil, il faudrait le réduire à environ 3 km de rayon. Et pour un trou noir stellaire de 30 masses solaires, on parle d'une quinzaine de kilomètres. Au-delà de ce rayon, on est libre. Mais dès qu'on le franchit, on est piégé. L'espace-temps est tellement courbé que toutes les trajectoires, même à la vitesse de la lumière, vont vers le centre. Et au centre, en théorie, il y a la singularité. Un point où la densité est infinie et où les lois de la physique s'arrêtent de fonctionner. Voilà, pour la version classique. Mais justement, c'est ce concept de singularité et d'horizon des événements qui pose problème. Parce qu'en physique, quand on atteint des quantités infinies, c'est souvent le signe que tu as raté quelque chose, que le modèle est incomplet. Parce que par exemple, depuis plusieurs décennies, les physiciens se demandent si cette vision est vraiment complète. Parce que la mécanique quantique, de son côté, déteste l'idée qu'une information puisse disparaître dans un trou noir. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. D'un côté, la relativité dit « tout tombe, plus rien ne sort ». Et de l'autre, la physique quantique dit « l'information ne peut jamais être détruite ». Et là, on a une contradiction entre les deux théories les plus solides du XXe siècle. Alors, pour essayer de réconcilier les deux, certains chercheurs ont commencé à imaginer des alternatives. Des idées un peu folles, des modèles qui repoussent un peu les limites, mais qui respectent à la fois la gravité et la mécanique quantique. Et ces idées, elles ont donné naissance à toute une famille d'objets théoriques qu'on appelle les objets compacts exotiques, ou Exotic Compact Objects, les fameux ECOS. Le principe des ECOS, c'est simple sur le papier. Ce sont des objets ultra compacts, presque aussi denses que des trous noirs, mais sans horizon des événements. C'est-à-dire que quand on s'approche de ces objets, on a l'impression de tomber dans un trou noir. Mais en fait, juste avant de franchir ce point de non-retour, il se passe autre chose. Il y a une surface, ou une structure bizarre, un effet quantique étrange qui change la donne. Et ça pourrait tout changer dans la manière dont ils interagissent avec les ondes gravitationnelles. Parmi ces objets exotiques, il y a plusieurs idées qui ressortent souvent. La première, c'est le gravastar, parce que c'est sûrement l'un des concepts les plus accessibles à imaginer. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous mettrai à la fin aussi. Le mot vient de Gravitational Vacuum Star, donc une étoile de vide gravitationnel. L'idée, c'est qu'au lieu qu'un effondrement gravitationnel mène à une singularité, il pourrait s'arrêter juste avant. Au lieu de former un trou noir classique, la matière s'effondrerait jusqu'à une certaine limite. Puis, la pression du vide quantique prendrait le relais. À l'intérieur d'un gravastar, il y aurait une sorte de bulle d'énergie du vide, une substance bizarre avec une pression négative. Un peu comme ce qu'on pense de l'énergie noire qui fait accélérer l'expansion de l'univers. Cette énergie aurait la capacité d'empêcher la formation de la singularité. Alors, de cette bulle, il y aurait une coque ultra dense de matière exotique. Et cette coque serait juste à la limite du rayon de Schwarzschild, ou un tout petit peu plus au-dessus. La grande différence avec un trou noir, c'est que le gravastar n'a pas d'horizon des événements. Et si on tombe dessus, au lieu de passer le point de non-retour, on heurte cette surface ultra dense. Et donc, en théorie, les ondes gravitationnelles pourraient rebondir dessus. Ce qui expliquerait les fameux échos qu'on recherche. Alors là, on passe à une autre idée encore plus théorique, tirée de la théorie des cordes, qu'on surnomme les fuzzballs. Ce sont des propositions qui viennent de chercheurs qui se sont demandé comment un trou noir pourrait exister sans singularité et sans horizon classique. Dans la théorie des cordes, la matière n'est pas faite de particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes. Et selon certaines solutions mathématiques, ces cordes pourraient s'enchevêtrer pour former des sortes de boules de cordes hyper complexes et ultra denses. En gros, les fuzzballs seraient des objets faits non pas de matière classique, mais de cordes quantiques qui s'en mêlent et s'enroulent de façon tellement dense que ça forme une boule ultra compacte. Contrairement au trou noir classique, il y a un horizon propre. La fuzzball serait toute chevelue, pleine de structures complexes qui interagiraient avec leur environnement. La particularité des fuzzballs, c'est qu'elles rempliraient entièrement la région où le trou noir serait censé se former. Pas de vide, pas de singularité et surtout pas d'horizon des événements. Au lieu d'un mur où tout disparaît, il y aurait une surface pleine de structures quantiques qui pourraient interagir avec la matière et les ondes gravitationnelles. Et là encore, ça pourrait générer ces fameux échos, parce que les ondes ne seraient pas absorbées, mais au moins
partiellement réfléchies ou réémises. En plus, les fuzzballs pourraient potentiellement résoudre le paradoxe de l'information. Parce que si l'information ne disparaît pas dans une singularité, elles peuvent peut-être rester accrochées à ces structures et s'échapper d'une façon ou d'une autre. Et enfin, on a les bosons stars, ou étoiles de boson. Là, c'est un autre scénario, mais toujours avec le même objectif. Éviter l'horizon des événements. Les bosons, c'est une catégorie de particules qui ont la particularité de pouvoir occuper le même état quantique. C'est ce qui permet, par exemple, d'obtenir des condensats de Bose-Einstein en laboratoire. Si on imagine une particule hypothétique, un boson ultra léger, il pourrait exister des étoiles entières faites de ces particules compactées à l'extrême, grâce à leur comportement collectif. Ces étoiles pourraient être presque aussi denses qu'un trou noir, mais sans horizon. En gros, ces étoiles de boson seraient tellement denses qu'elles pourraient imiter le comportement d'un trou noir, sans pour autant en être un. Elles seraient stables grâce à un équilibre entre leur propre gravité et la pression quantique des bosons. Et pareil, quand une onde gravitationnelle les frappe, elles pourraient être réémises ou réfléchies partiellement. Le point commun entre tous ces objets, c'est qu'ils n'ont pas d'horizon des événements, au sens classique du terme. Et du coup, quand une onde gravitationnelle arrive sur eux, elle pourrait rebondir, être réémise un peu comme une onde sonore sur un mur. Ce qui est incroyable, c'est que si ces objets existent vraiment, ils pourraient expliquer certains des phénomènes étranges qu'on observe, dont les fameux échos. Parce que dans le scénario classique du trou noir, après la fusion, c'est silence radio, plus rien. Mais avec un écho, après la fusion, il pourrait y avoir des petites vagues d'ondes qui ressortent et qui se dissipent petit à petit. Exactement comme ce qu'on croit voir dans les données. Évidemment, on en est encore au stade des hypothèses. On n'a pas de preuve directe de l'existence de ces objets. Mais ce qui est génial, c'est que les ondes gravitationnelles nous offrent une nouvelle façon de tester ces idées. Parce que si un jour on détecte un signal post-fusion qui colle parfaitement avec ce qu'un modèle d'écho prédit là, ce serait énorme. Ça voudrait dire qu'on a peut-être mis la main sur une nouvelle classe d'objets dans l'univers. Parce que ça voudrait dire que le trou noir classique, celui qu'Einstein avait imaginé, n'est peut-être pas le seul possible. Qu'il existe des alternatives, des variantes, des objets encore plus étranges qui seraient la clé pour comprendre ce qui se passe vraiment à la frontière entre la gravité et la mécanique quantique. Bref, les modèles, aujourd'hui, ils ne servent pas juste à expliquer ce qu'on sait déjà. Ils sont aussi là pour ouvrir des voies, pour oser imaginer des modèles qu'on n'aurait jamais cru possibles. Alors si vous vous en souvenez, j'ai parlé un peu de la précision des détecteurs LIGO ou Virgo, et comment on était sûr de détecter des ondes gravitationnelles par coïncidence. Mais du coup, comment on fait pour être sûr que ce qu'on observe, c'est bien un écho, et pas juste un coup de chance ou du bruit aléatoire? Déjà, ce qu'on recherche, c'est un petit signal qui réapparaît juste au-dessus, après la collision. Juste après que le signal est une forme de chirp, et qui se répète plusieurs fois, un peu plus faible à chaque fois, avec une périodicité, c'est-à-dire un temps régulier entre chaque retour. Plus le rebond se fait proche de l'horizon supposé, plus le délai est court. Et ça, les chercheurs ont des modèles pour calculer à quoi ça devrait ressembler, en fonction du type d'objet qui aurait causé cet écho. En plus de ça, la fréquence du signal devrait se caler sur celle de la vibration finale du trou noir, sur la fréquence du ring down. Sauf que le problème, c'est que ces échos sont censés être super faibles. Ils sont donc noyés dans le bruit de fond des détecteurs. Alors, pour les trouver, il ne faut pas juste tendre l'oreille et espérer les entendre. Il faut passer par des techniques très fines de traitement du signal et d'analyse des données. Les chercheurs utilisent des méthodes statistiques qui consistent à superposer plusieurs fois les données du signal, à les filtrer et à les analyser dans différents domaines, temporels et fréquentiels. Ils cherchent des répétitions, des motifs récurrents. Ils utilisent aussi des tests de signification pour savoir si ce qu'ils voient est vraiment improbable. Parce que dans le flux de données aléatoires, des pics, il y en a toujours. Des pics qui se répètent au bon endroit, au bon moment, avec de la bonne fréquence. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais évidemment, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. La première grosse difficulté, c'est le bruit instrumental. Tous les détecteurs, même les plus perfectionnés, sont pleins de parasites. Des petites vibrations dues à la Terre, des vibrations thermiques, des interférences électroniques. Parfois, ces bruits peuvent faire croire qu'on a capté un signal, alors que c'est juste une fluctuation aléatoire. C'est ce qu'on appelle le bruit de fond. Il est donc important de parfaitement bien le modéliser pour comprendre comment le réduire au maximum. Ensuite, il y a un autre piège, beaucoup plus humain celui-là, le biais de confirmation. Quand on a une théorie en tête, quand on espère obtenir un truc, t'as tendance à voir ce que tu veux voir, mais sans t'en rendre compte. Notre cerveau nous joue des tours. Et parfois, même les analyses très techniques peuvent être influencées par ce biais. C'est pour ça qu'en science, on est obligé d'avoir des procédures strictes,
des tests à l'aveugle et surtout des confirmations indépendantes par d'autres équipes. On est soumis à la rigueur et surtout à la méthode scientifique. Alors comment ça fonctionne grossièrement? En physique, mais en sciences de manière générale, réaliser plusieurs expériences avec des conditions similaires doit nous donner des résultats similaires. Eh bien, c'est la même chose avec l'analyse. Si on effectue une analyse similaire des données, on est censé obtenir des résultats similaires. Et c'est ce qui est effectué par d'autres équipes pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. Et justement, parlons un peu des chercheurs qui se sont lancés dans la chasse aux échos. La première équipe à vraiment faire du bruit avec ça, c'est celle dirigée par un chercheur du nom de Vitor Cardoso. Lui et son équipe ont proposé un modèle théorique qui prévoyait que si des échos existaient, ils devraient apparaître à des temps bien précis, après le signal principal. Et pas longtemps après, un autre chercheur, Jahed Abedi, a affirmé avoir détecté des échos dans les données des premières fusions captées par LIGO. Ça a fait l'effet d'une bombe. Certains ont crié au génie, en disant que c'était peut-être la première preuve qu'on était en train de voir au-delà de l'horizon des événements. D'autres, par contre, ont été beaucoup plus sceptiques. Plusieurs équipes ont repris les mêmes données, ont refait les calculs, parfois avec des méthodes légèrement différentes, et ont obtenu des résultats contradictoires. Certains disent avoir un signal, d'autres non. Et donc, par rapport à ce que j'ai dit plus tôt, il y a un problème. Donc logiquement, c'est là que le débat a vraiment commencé à s'enflammer. D'un côté, ceux qui pensaient qu'il y avait bien quelque chose, mais qu'on manquait encore de précision pour le prouver. De l'autre, ceux qui disaient que tout ça, c'était juste des effets statistiques, du bruit, ou des analyses trop optimistes. En fait, le problème, c'est que même si on pense avoir trouvé un écho, on doit prouver que la probabilité que ce soit dû au hasard est extrêmement faible. En physique, on considère que le résultat n'est pas une erreur statistique quand la précision de ce signal est de 5 sigma ou plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En gros, d'un point de vue probabiliste, si la probabilité que le signal soit faux ou incorrect descend en dessous de 1 sur 1 700 000, alors on considère que le signal est véridique, et donc qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Autrement dit, un résultat de 5 sigma est considéré comme une preuve suffisamment solide, qui correspond à environ une chance sur 1 million qu'une découverte soit simplement le résultat de variations aléatoires. Ce résultat de 6 sigma signifie qu'il y a une chance sur 500 millions que la découverte soit un coup de chance. Et là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord sur où mettre la barre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune législation officielle de ce 5 sigma. C'est juste plutôt bien accepté, mais rien d'officiel, ou qui fait consensus de manière absolue. Pour certains, c'est déjà assez significatif pour continuer à creuser. Pour d'autres, tant que ce n'est pas incontestable, ça reste juste une curiosité. Et puis, il y a la question du modèle. Parce que, pour chercher un écho, il faut savoir ce qu'on recherche exactement. Or, on ne sait pas exactement à quoi ressemble un gravastar ou un fishball. Donc forcément on fait des hypothèses, et si elles sont fausses, on risque de passer à côté d'un vrai signal. Ou pire, de se persuader d'avoir trouvé quelque chose qui n'existe pas. Bref, aujourd'hui la communauté scientifique est partagée. Certains continuent à chercher, à affiner des méthodes, à attendre d'avoir plus de données, notamment avec les détecteurs encore plus sensibles. D'autres restent prudents, en disant qu'il ne faut pas trop s'emballer et qu'on n'a encore aucune preuve solide. Mais ce qui est sûr, c'est que cette chasse aux échos a lancé un vrai mouvement. Elle a poussé les chercheurs à inventer de nouvelles techniques d'analyse, à mieux comprendre leurs détecteurs et surtout à ouvrir l'esprit sur une idée qui, il y a quelques années encore, aurait été jugée complètement bizarre. Peut-être que dans des dizaines d'années, on se dira que c'était juste une fausse piste. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que la science avance, en cherchant, en se trompant, parfois même beaucoup. Alors maintenant, on va rentrer dans ce que ces fameux échos pourraient vraiment vouloir dire. Parce que si jamais ils existent, si un jour on arrive à prouver qu'ils sont bien réels, et qu'ils viennent bien d'un phénomène physique et pas juste d'un bruit de fond, ce serait une véritable révolution pour la physique. Déjà, la première chose, c'est que ça remettrait sérieusement en question notre vision classique des trous noirs, qui est à l'heure actuelle assez solide. Parce qu'aujourd'hui, on les imagine comme des objets qui suivent parfaitement la relativité générale. Un objet tellement dense qu'il déforme l'espace-temps, au point qu'on ne peut jamais en sortir. Avec cet horizon des événements, cette frontière qui agit comme un point de non-retour. Et ça, c'est censé être propre, lisse, sans surprise. Mais si des échos sont observés, ça veut dire que cette frontière ne serait peut-être pas ce qu'on croit, qu'elle aurait une sorte de texture, ou qu'elle serait pas du tout là. Ça voudrait dire que ce qu'on pensait être un mur parfait, infranchissable, serait en fait une surface réelle. Ce serait un bouleversement parce que la relativité générale, telle qu'on la connaît, n'autorise pas ça du tout. Ce serait un signe que notre théorie, pourtant ultra précise, manque un morceau quelque part. Et ce morceau,
c'est peut-être le lien avec le monde quantique. Parce que c'est depuis un siècle qu'on a ces deux grands piliers de la physique. La relativité générale qui explique comment fonctionne la gravité, les planètes, les étoiles, les trous noirs, bref, le très grand, et la mécanique quantique qui régit les particules, les atomes et les phénomènes du tout petit. Et ces deux-là, elles font bien leur travail chacune de leur côté. Mais dès qu'on essaie de les mélanger, c'est le carnage. Elles sont comme les deux pièces d'un puzzle qui refusent de s'emboîter. Sauf que si un trou noir, qui est censé être l'objet par excellence de la relativité, montre des effets étranges comme des échos, ça pourrait être le signe qu'il y a de la physique quantique qui se cache juste à côté de l'horizon. Que les lois de l'infiniment petit commencent à se mêler de celles du très grand, précisément à cet endroit critique. Et c'est exactement ce que recherchent les chercheurs qui bossent sur la gravitation quantique. Ils veulent trouver la fameuse théorie qui unifierait ces deux mondes. Et là, on commence à toucher des idées qui, jusqu'ici, paraissaient presque de la science-fiction. Parce que ça pourrait valider des concepts comme la théorie des cordes. Cette idée un peu étrange que toutes les particules et les forces de l'univers ne seraient en fait que des cordes minuscules, qui vibrent à des fréquences différentes. Une théorie qui, en plus, prévoit l'existence de dimensions supplémentaires et d'objets exotiques qu'on n'a jamais vus. Si les échos existent, ça pourrait être la première vraie preuve qu'on touche enfin du doigt à cette théorie. Ça nous ramène aussi à l'un des plus gros mystères des trous noirs, le fameux paradoxe de l'information. J'en avais parlé, mais c'est ce problème soulevé par Hawking qui disait que si un objet tombe dans un trou noir, toute l'information qu'il contient est immédiatement perdue, ce qui viole totalement les lois de la physique quantique. Alors si un trou noir a bien une surface, une structure spéciale, ou des effets qui génèrent des échos, ça pourrait être un moyen de résoudre ce paradoxe. Peut-être que l'information ne disparaît pas, qu'elle est en quelque sorte encodée sur cette surface mystérieuse, et qu'elle peut même, qui sait, se manifester à travers des échos. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il y a des physiciens qui se demandent si ces échos ne seraient pas la preuve que l'espace-temps lui-même a une sorte de structure fine. Comme si, au lieu d'être parfaitement lisse, il était fait d'une sorte de tissu microscopique. Une trame quantique qui, dans des conditions extrêmes, se révélerait à nous. Ce serait un peu comme si on regardait un écran Ultra HD et qu'un jour, on se rendait compte qu'en s'en approchant suffisamment, on pouvait voir les pixels. Ces échos, ce seraient peut-être les premiers pixels de l'univers qu'on arrive à percevoir. Alors évidemment, tout ça reste pour l'instant de la spéculation. Mais si ces idées se confirment un jour, ce serait l'une des plus grandes révolutions de toute l'histoire de la physique. Ça voudrait dire qu'on a réussi enfin à entrevoir ce qu'il se passe vraiment aux limites de l'espace-temps, là où notre compréhension actuelle s'effondre. On est peut-être sur le point de découvrir une nouvelle théorie fondamentale qui changerait notre vision de la cosmologie, comme la relativité l'a fait il y a un siècle. Bon, maintenant, on va plonger dans la tête des chercheurs et des astrophysiciens parce qu'on va parler d'un truc super important quand on fait de la science. Surtout quand on touche à des sujets aussi sensibles et aussi spéculatifs que les échos des trous noirs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut être très prudent. En science, on ne peut pas affirmer. On ne peut pas être confiant, voire très confiant sur un résultat. Car de la même manière, on ne peut pas affirmer avec grande confiance qu'un résultat est juste. On ne peut pas dire comme ça que tout est faux. Il faut des preuves, et des preuves solides. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, depuis que certains chercheurs ont annoncé avoir trouvé des indices, des échos dans les signaux, des fusions de trous noirs, la communauté scientifique s'est un peu divisée en deux. Il y a des équipes qui disent oui, il y a bien un motif bizarre dans les données, qui ressemble à ce qu'on attendait si des échos existaient. Mais il y a aussi plein de chercheurs qui leur répondent attention, ce que vous voyez, ça peut être juste du bruit de fond mal interprété, ou pire, un biais d'analyse. Par contre, ce qui est bien dans ce genre d'histoire, c'est que les deux équipes des deux camps sont 2 fois plus attentives aux résultats et à leur interprétation. Parce qu'il faut savoir un truc, et c'est super important. Comme vous vous en doutez, les signaux qu'on récupère avec des détecteurs comme LIGO ou Virgo, c'est pas un joli son bien propre. Non, c'est un bazar total. Du bruit stochastique dans lequel on doit aller pêcher, un signal ultra faible perdu au milieu du reste. Et ce bruit, il peut venir de partout. D'un camion qui passe, d'un tremblement de terre, à l'autre bout du monde, d'un petit défaut électronique dans le détecteur, voire même des fluctuations thermiques de la machine. C'est comme détecter le bruit d'une goutte particulière dans un torrent de pluie. Donc forcément, quand on commence à chercher des échos, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que parfois, la botte de foin elle-même se met à faire semblant d'être une aiguille. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc si vous vous attendez à voir vraiment quelque chose, vous risquez de le trouver, même s'il n'existe pas ou n'est pas au bon endroit. Parce que notre cerveau va inconsciemment privilégier les résultats qui vont dans le sens de ce qu'on espère. Et ça, c'est un vrai piège. Par exemple, il y a eu plusieurs analyses qui ont affirmé avoir vu des motifs compatibles avec des échos. Mais quand d'autres équipes ont repris les mêmes données,
avec des méthodes légèrement différentes ou avec d'autres réglages de filtrage, ces fameux échos semblaient disparaître. Ou alors, des motifs similaires apparaissaient, même quand on utilisait des données censées ne contenir que du bruit. Et là, forcément, ça calme un peu l'enthousiasme. Ce qui pourrait vouloir dire que c'était juste une illusion statistique, une sorte de mirage numérique. Alors est-ce que ça veut dire que toutes les recherches sur les échos sont à jeter à la poubelle? Alors non, bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent avant de pouvoir confirmer quelque chose. Il y a aussi la question des effets instrumentaux. Parce que les détecteurs, même s'ils sont extrêmement précis, ils restent des machines humaines, donc imparfaites. Ils peuvent avoir des petites instabilités, des résonances internes, des interférences électriques. Et ces imperfections peuvent parfois produire des sortes d'échos fantômes, qui ressemblent à ce qu'on recherche, mais qui ne viennent pas de l'univers. Et le pire, c'est que ces artefacts peuvent glisser pile au moment où on s'attendait à voir un vrai écho. Juste parce que le traitement du signal a été un peu trop optimiste. C'est pour ça que beaucoup de chercheurs, même s'ils trouvent l'idée super intéressante, restent sceptiques. Ils demandent des preuves vraiment solides, des détections répétées sur plusieurs événements, dans plusieurs détecteurs, avec des méthodes d'analyse différentes, et sans que ce soit juste un coup de chance statistique. Parce que la règle en science, c'est que si tu veux annoncer une découverte aussi énorme, il faut que ton résultat soit robuste, reproductible, et qu'il résiste à toutes les critiques. Et pour l'instant, il faut être honnête, on n'y est pas encore. Les échos restent une hypothèse fascinante, mais non confirmée. Peut-être qu'un jour, avec les détecteurs plus sensibles, ou des méthodes d'analyse encore plus fiables, on aura une vraie réponse. Peut-être qu'on finira par prouver qu'ils existent vraiment, ou au contraire, qu'ils ne sont qu'un mirage mathématique. Mais tant que ce doute existe, les scientifiques font bien de garder la tête froide. Parce que la science, c'est pas fait pour conforter nos rêves ou valider nos espoirs. C'est fait pour comprendre la réalité, même quand elle va à l'encontre de ce qu'on aimerait. Mais à part une analyse de données poussée, comment on peut détecter ce genre d'écho? Eh bien, il n'y a pas 2000 façons de faire. Il faut améliorer encore et encore nos instruments et pousser la technologie plus loin, et inventer de nouvelles manières de regarder l'univers. Déjà, on a LIGO, Virgo et Kagra qui continuent de fonctionner. Mais ces détecteurs-là, ils ne sont pas figés dans le temps. Ils évoluent. LIGO par exemple est déjà passé en version A+, qui est une sorte de mise à jour majeure. Ses miroirs, ses lasers, ses systèmes d'isolation contre les vibrations ont été améliorés. L'idée c'est de rendre le détecteur plus sensible sur une plage de fréquences plus large. Et ça veut dire qu'on peut capter des signaux plus faibles, des événements plus lointains, et peut-être même voir des détails dans le signal. Mais les projets vraiment fous, ceux qui font vraiment rêver la communauté, ce sont les détecteurs de la prochaine génération. Il y a l'Einstein Telescope en Europe, qui devrait être un monstre technologique. Il sera construit sous terre pour éviter un maximum de bruit sismique, avec des bras de 10 km de long et des systèmes cryogéniques pour refroidir les miroirs quasiment au zéro absolu. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a le Cosmic Explorer, prévu aux États-Unis avec des bras encore plus longs, 30 ou 40 km. Des machines capables de détecter des fusions de trous noirs à des milliards d'années-lumière, et de capter des signaux qui aujourd'hui sont juste noyés dans le bruit. Avec ces nouveaux détecteurs, on espère non seulement confirmer les observations qu'on a déjà faites, mais aussi aller chercher ces fameux échos, s'ils existent. Parce qu'avec une meilleure sensibilité, on aura moins de faux positifs, moins de bruit parasite, et donc plus de chances de faire la différence entre un vrai phénomène physique et un simple artefact de statistique. Et peut-être aussi qu'on pourra enfin détecter des signaux qu'on n'imaginait même pas. Mais la chasse aux échos, elle se fait pas que dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Les chercheurs explorent aussi d'autres pistes pour tester ce qui se passe autour des trous noirs. Par exemple, il y a le projet Event Horizon Telescope, qui a réussi à prendre la toute première image d'un trou noir, celui de la galaxie M87, et plus récemment celui au centre de notre propre galaxie, Sagittarius à étoiles. Grâce à ces observations, on peut étudier la fameuse ombre du trou noir, cette région sombre entourée par l'émission de matière en rotation. Si jamais un trou noir n'avait pas d'horizon des événements, comme on le pense, ou s'il avait une structure exotique à sa surface, ça pourrait modifier la forme ou la taille de cette ombre. Et ça, c'est un autre moyen de tester si les modèles classiques tiennent vraiment la route. Il y a aussi l'étude des disques d'accrétion, cette structure de gaz et de matière qui tourne autour des trous noirs, en observant précisément la manière dont la matière se comporte juste avant de franchir le point de non-retour. Les chercheurs espèrent détecter des indices d'un comportement anormal. Peut-être que la matière interagirait différemment si le trou noir n'était pas exactement ce qu'on croit. Et enfin, il y a la question du rayonnement de Hawking. Alors oui, c'est encore théorique, on ne l'a jamais détecté directement, mais si un jour on parvient à l'observer, ou prouver qu'il existe, ça pourrait nous dire beaucoup de choses sur la nature réelle des trous noirs,
et sur la façon dont ils interagissent avec l'espace-temps. Et tout ça, bien sûr, se fait pas dans un coin, chacun dans son labo. Non. Aujourd'hui, la recherche, c'est un énorme travail d'équipe, à l'échelle mondiale. Il y a des collaborations internationales qui regroupent des centaines, voire des milliers de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens. Les gens qui partagent leurs données, qui comparent leurs analyses, qui débattent, qui vérifient les résultats et d'autres. Des projets comme LIGO, Virgo, Kagra, c'est déjà ça. Mais il y a aussi d'autres collaborations spécifiques qui se forment juste pour étudier ces échos. Des groupes qui se montent autour de l'analyse des données, de la modélisation théorique et de la simulation numérique. Et ce qui est beau, c'est que ça ne s'arrête pas aux frontières. Européens, Américains, Japonais, Chinois, Australiens, tout le monde travaille ensemble. Parce que, pour comprendre des phénomènes aussi extrêmes, on a besoin de toute l'intelligence, de toutes les compétences, et surtout, de toutes les données. Alors, oui, aujourd'hui, on n'a pas encore percé le mystère des échos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se donne des moyens d'aller jusqu'au bout. Que ce soit en améliorant les détecteurs, en inventant de nouvelles techniques d'observation, ou en poussant la théorie plus loin. Pour finir, on va parler des implications de ces échos dans le domaine de la gravitation quantique. Parce que si un jour on arrive à prouver qu'ils existent vraiment, ça pourrait changer notre compréhension de l'univers. Et ça aurait un impact pas seulement sur les trous noirs. Ça pourrait nous donner des indices sur un des plus gros mystères de la physique moderne. Celui qui empêche des chercheurs de dormir depuis des décennies. Ce mystère, c'est comment faire tenir ensemble la relativité générale et la mécanique quantique. Parce qu'à ce jour, comme je vous l'ai dit, ces deux théories sont incompatibles. C'est là qu'arrive la gravitation quantique. Ce serait une théorie qui unifierait ces deux mondes, qui dirait comment fonctionne vraiment l'espace-temps quand on regarde à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais pour l'instant, cette théorie, on ne l'a pas. On a des pistes, des idées, des modèles, comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle. Des concepts où l'espace-temps lui-même serait granuleux, ou fait de sortes de bulles minuscules, ce qu'on appelle parfois la mousse quantique. Mais toutes ces idées restent encore très théoriques, parce qu'on n'a jamais réussi à observer directement un phénomène qui trahirait la présence de cette gravité quantique. Et c'est là que les échos pourraient entrer en jeu, parce que si jamais ces fameux échos ne viennent pas d'un simple bug dans nos détecteurs, ni d'un bruit de fond, mais bel et bien d'une propriété réelle des trous noirs, alors ce serait peut-être le premier signal concret, le premier indice observable d'un phénomène lié à la gravité quantique. Ces échos pourraient être causés par des effets qu'on ne comprend pas encore, des effets liés à la structure même de l'espace-temps ou à des propriétés exotiques des objets ultra compacts. Et ça, ce serait énorme. Mais les échos, c'est qu'une des nombreuses pistes. Les chercheurs cherchent aussi ailleurs. Par exemple en étudiant les superpositions d'états, un concept typiquement quantique où une particule peut se trouver dans plusieurs états en même temps. Et certains pensent que l'espace-temps lui-même pourrait avoir ce genre de comportement, une sorte de bouillonnement permanent de l'espace-temps à très petite échelle. Tous ces phénomènes restent pour l'instant invisibles. Mais si on les détectait un jour, ce serait un pas énorme vers cette fameuse théorie de la gravité quantique. Et si jamais les échos sont bien liés à la gravité quantique, alors ça ouvrirait aussi des questions sur l'origine de l'univers. Parce qu'on pense que, juste après le Big Bang, l'univers était dans un état où les lois de la gravité quantique dominaient tout. Comprendre comment ça fonctionne, ça pourrait nous donner des indices sur ce qu'il y avait avant le Big Bang, ou sur les conditions exactes qui ont mené à la naissance de l'univers. Peut-être même qu'on pourrait mieux comprendre ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux, ces hypothétiques mini-trous noirs qui se seraient formés juste après le Big Bang. Certains pensent qu'ils pourraient même expliquer une partie de la matière noire. Alors évidemment, pour l'instant, tout ça reste très spéculatif. Mais c'est exactement pour ça que la recherche sur les échos est si importante. Parce que si jamais on arrive à prouver qu'ils existent, et surtout à comprendre leur origine, on pourrait enfin commencer à percer ce mystère immense, qui plane au-dessus de la physique moderne. On pourrait enfin avoir une première fenêtre ouverte sur le monde de la gravité quantique. Un domaine où, jusque-là, on n'avait que des équations, des théories et aucun indice concret. Et si ça arrive, ça pourrait être aussi important que la découverte de la relativité ou de la mécanique quantique au siècle dernier. Bref, ce serait pas juste un petit détail astrophysique, ce serait un des plus grands tournants de l'histoire de la science. Mais pour ça, il va falloir encore beaucoup de patience, de rigueur et surtout, garder les yeux grands ouverts. Alors pour résumer simplement, les échos gravitationnels, ce sont ces petits signaux qui pourraient apparaître juste après la fusion de deux objets ultra compacts, les trous noirs. Des espèces de rebonds très faibles qui ressemblent un peu à des ondes qui se répercuteraient dans l'espace-temps, comme un écho sonore dans une caverne. Sauf que là, on parle d'échos qui viendraient peut-être d'une structure particulière à la surface d'un objet ultra dense, ou même de propriétés de l'espace-temps qu'on ne connaît pas encore. Ils fascinent les physiciens parce qu'ils ouvrent la porte à des questions énormes. Est-ce que les trous noirs sont bien ce qu'on croit depuis un siècle?
Est-ce qu'il existe des objets encore plus étranges? Et surtout, est-ce qu'on est enfin en train de voir des indices de la gravitation quantique, ce fameux lien entre relativité générale et mécanique quantique qu'on cherche désespérément? Les échos, c'est peut-être juste un bruit de fond, un bug dans nos détecteurs. Mais si jamais ils sont réels, alors on tient peut-être un des premiers messages venus des endroits les plus lointains de l'univers. Et rien que cette possibilité suffit à donner envie aux chercheurs de chercher encore plus loin. J'ai abordé plusieurs sujets dans cette vidéo, comme la théorie des cordes, les étoiles bosoniques, etc. Et bien si vous souhaitez les approfondir chacun d'entre eux, je vous mets toutes les vidéos ici, donc vous avez juste à cliquer sur le sujet que vous préférez. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Zaburlos, à bientôt.